Bonsoir à vous, visiteurs du web. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est probablement pas pour le réconfort d'une shop dale bien plantureuse, ni pour écouter de villes troubadours au chant idyllique, et encore moins pour admirer des karatékas aux abdos durs et soyeux se livrer un combat acharné. Non, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez effectivement lu le titre de la vidéo, et donc oui, nous allons parler de Squid Game, bravo. Trêve de grivoiserie et rentrons une bonne fois pour toutes dans le vif du sujet. Squid Game donc, ou le jeu du calamar au pays des castors, et pour les deux au fond de la classe, une série sud-coréenne produite et sortie sur Netflix en 2021. C'est réalisé par Han Dong-yang, notamment connu pour... notamment connu pour Squid Game. J'ai dit trêve de grivoiserie, donc je vais arrêter de grivoiser. Par contre, je préviens, ça va spoiler sale, donc vous êtes prévenus. Ensuite, dans la série, Song Joon, un pauvre boug endetté par les jeux d'argent auprès de personnes fort sympathiques et accessoirement dû à la perte de son travail après la fermeture de l'usine où il travaille. Ce dernier est obligé de prouver qu'il n'est pas sur la paille pour pouvoir continuer à voir sa fille, sans quoi elle partira aux États-Unis avec son ex-femme. Il décide donc d'accepter l'offre d'un mec aussi visiblement fort sympathique pour rembourser ses dettes. Pour ce faire, il devra participer et gagner 6 manches, chacune composée de jeux assez sympatoches comme 1, 2, 3 soleils, les billes ou le jeu du calamar. Le tout en étant en compétition avec 455 autres joueurs qui eux aussi sont ici pour... Chaque joueur éliminé du jeu fait grimper la cagnotte. Cela fait référence à la mort du joueur. Pour terminer le grand jeu, 2 options. Soit la majorité vote pour arrêter et l'argent est reversé aux familles des victimes, soit il n'en reste plus qu'un qui repart avec le gros lot. Un battle royale quoi. Et tout ça évidemment dans l'unique but de rassasier le besoin de divertissement morbide d'une élite mondiale. Voilà, vous avez compris le principe de Squid Game, bravo. Tiens, prends un pins, ne me remercie pas, ça me fait plaisir. Au fil des épreuves, on prendra plaisir à découvrir certains personnages, à s'en attacher, et puis on les regardera quitter l'aventure un par un. Régis. Le tout agrémenté d'une enquête policière menée par Hong Joo-ho qui tente de découvrir qui se cache derrière cette organisation macabre. Actually, spoiler, c'est son frère et il finit par le tirer dessus. La première saison se termine alors que Song Joon gagne le jeu et retourne traumatisé de cette expérience à son quotidien avec cependant le sentiment d'être sans cesse épié par l'organisation Calamar. Fin. En gros, de la saison 1. Oui, vous êtes sûrement au courant, l'engouement pour la série a eu un succès, disons, planétaire, pour être gentil. Je sais pas vraiment comment vous formuler le sentiment que j'ai, mais vous voyez cette impression que si c'est giga populaire, c'est que c'est probablement de la merde. I am Steve. Et bien, force est de constater que malgré l'engouement aussi extraordinaire qu'éphémère de la première saison, on peut tout de même lui trouver un tas de choses positives à dire. Du genre série sociale, en vrai ça fait réfléchir, notion de libre arbitre, théorie des jeux, ou encore on vit dans une saucisse. Toutefois, pour être tout à fait honnête avec vous, ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ou en tout cas, pas exactement. D'ailleurs, si vous cherchez de bonnes vidéos là-dessus, dont certaines que je vous recommanderai au fur et à mesure de la vidéo, comme, tiens, celle de Bolchegeek, que je vous recommande chaudement. Si jamais vous ne connaissez pas, je pose ça ici, là. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Permettez-moi donc de vous raconter quelque chose à propos de la saison 2. Mais avant ça, générique. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de cette saison 2 ? Voilà une question qu'on peut se poser après avoir vu la saison 1. Effectivement, avoir la capacité qu'ont les entreprises dont Netflix à sucer jusqu'à la moelle, jusqu'à la dernière goutte, la moindre once d'agréable de bon de certaines productions, lorsqu'elles sont capables de rapporter un minimum de chaos à ceux qui les produisent, en surfant sur la vague des thèmes, sujets, genres du moment, ou des licences déjà établies. De ce constat, je pense que ce sentiment d'inquiétude est légitime. À l'image de toutes ces séries qui ne demandent qu'à ce qu'on les laisse tranquilles, qui ont fait leur temps, qui ont dit ce qu'elles avaient à dire et qu'on passe à autre chose finalement. Du genre... ça, je veux dire, respectons un peu nos aînés, laissons-les partir dignement et offrons-leur un repos bien mérité en débranchant la prise. Quelle con pas celle-là ? Oui, pardon, maître. Je disais, et que même si elles existent, rares sont les exceptions du genre. Arcane. Oh Arcane, quel plaisir et quelle surprise d'avoir pu assister à un tel chef-d'œuvre malgré une telle industrie. Et j'ai envie de dire, chapeau bas. Mais oui, ces séries représentent plus une exception à la règle qu'à la règle elle-même. À la lumière de ce petit compte rendu sur l'industrie, il était plus que normal de s'attendre au minimum à une nouvelle daube, au maximum à quelque chose de potable et peut-être même avoir le doute espoir d'un possible ovni filmique. Mais la réalité nous a rattrapés et on est tombé sur ça. Pour
ce que ça vaut, quelque chose de potable, ni spécialement mauvais, ni spécialement transcendant, ni spécialement grandiloquent. La deuxième saison a été encore plus éphémère que sa consoeur. Après avoir revu la saison 1, j'ai vraiment eu l'impression de voir les mêmes personnages dans les mêmes lieux, avec les mêmes enjeux. Même s'il est vrai que la série a fait un nouveau démarrage tonitruant niveau audimat, marquant une nouvelle fois les records de la plateforme de streaming, et j'ai envie de dire, à l'image du film Minecraft, popularité n'est pas forcément rime de qualité. Are you sure about that? Moi qui avais découvert cette série à l'aube de sa sortie avant que tout le monde ne la place en haut des charts, moi qui la chérissais comme ce petit bijou que j'avais pu découvrir par moi-même et qui avait su paraître cool à mes yeux, me disant ainsi aussi, ça fait réfléchir, on vit dans une saucisse, etc. Peut-être. Mais à vrai dire, malgré tout ce que j'ai pu vous dire depuis quelques minutes, je ne pense pas avoir été déçu. Mais arrêtons de parler de moi, et laissez-moi vous raconter quelque chose. Hang Joo-ho, le policier qui menait une enquête contre l'organisation criminelle et qui s'était fait tirer dessus par le big boss des méchants qui n'est autre que son frère, se retrouve, à l'image d'un bon film noir, à poursuivre son investigation seul, sans l'aval de ses supérieurs qui, tel Cassandre, ne se trouve cru par quiconque en l'absence de preuves. Le tout accompagné du pêcheur qui l'avait récupéré en mer après s'être fait tuer, mais pas vraiment parce qu'il est devant nous et que si on le voit pas mourir devant la caméra, il y a peu de chances qu'il soit vraiment mort. En parallèle, Song Ji-hoon a décidé de consacrer sa fortune gagnée grâce au jeu pour traquer l'organisation alors en pleine période de recrutement. Accompagné par la mafia locale, à qui il devait auparavant de l'argent, ils épient maintenant les lieux possibles de recrutement en quête du recruteur. Enquête, découverte de nouveaux protagonistes. Le mec à qui on peut visiblement faire confiance, enquête et redécouverte de protagonistes. Puis, le policier, d'énigme en énigme, alors à son nouveau poste de contrôleur routier, redécouvre l'existence de Song Ji-hoon qu'il avait pu croiser lors de la saison 1. Et ainsi, il décide de s'allier avec lui pour mettre un terme au jeu. Les taux se resserrent et le temps commence à manquer pour le Scooby Gang jusqu'à ce qu'ils tombent finalement sur le recruteur ou que le recruteur tombe sur eux. Ils tentent de tendre un piège aux méchants en donnant RDV garde du Nord au maître du jeu, mais c'est le piège qui s'est retourné contre eux une nouvelle fois. Bagarre, mais les gars de joueurs en rouge avaient tout prévu en plaçant un sniper ici. Et réussissent à semer le groupe. Et puis, il se passe ça. Laissez-moi participer. Vous voulez participer? Oui, laissez-moi retourner dans le jeu. Je croyais pourtant que vous souhaitiez y mettre un terme. Connaissez-vous le film Matrix? Ça parle de gens qui ont pu prendre la pilule bleue et vivre une vie confortable, mais qui ont préféré prendre la rouge et jouer les héros. Et vous? Pensez-vous que vous êtes un héros capable de changer le monde? Ok, je crois que j'ai besoin de vous raconter quelque chose, mais laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Ça fait 20 ans. Bon, si vous n'avez pas vu Matrix, foncez le voir, vous allez fort probablement kiffer. Autrement, sorry not sorry, j'ai envie de dire, ça va spoiler fort. Matrix est un film américain sorti en 1999 par les sœurs Wachowski. On y suit les aventures d'un jeune hacker nommé Neo qui un jour est approché par Morpheus et sa clique alors que des agents du gouvernement se mettent à ses trousses. Un rêve bizarre plus tard, il décide d'accepter l'offre de Morpheus pour connaître la vérité et le rejoindre dans son terrier. Morpheus lui propose un choix. La pilule rouge pour connaître la vérité, la pilule bleue pour continuer sa vie actuelle. Il avale la pilule rouge, en a trop pris et se réveille dans le vrai monde. Sa vie n'est qu'un mensonge, il vivait dans une matrice qui tient en servitude l'humanité qui sert de pile à des robots. Neo est l'élu, une prophétie et retourne dans la matrice après le dur constat de la réalité. On vit dans une saucisse. Bim bam boum, bagarre. Un traître à dénoncer les membres du Nebuchadnezzar afin de retourner au confort d'une vie agréable et dans l'ignorance qu'offre la matrice. Morpheus est capturé alors qu'en parallèle, dans la vraie vie, les robots attaquent le vaisseau. Les gentils ne peuvent se défendre au risque de tuer Neo et Trinity qui sont partis à la rescousse de Morpheus. Un sauvetage badass plus tard, Neo meurt mais pas vraiment parce que c'est Jésus, il devient le king de la matrice et fin de Matrix 1. Alors bon, Matrix, ça fait partie de ces films que je classe sobrement dans la catégorie « ça fait réfléchir ». Tout en permettant de kiffer sa raf sur de belles chorégraphies et une aventure fort sympatoche, le film tient un réel propos très intéressant. Je ne vais pas m'attarder sur une analyse complète de Matrix au risque de passer une petite quinzaine d'heures là-dessus. Non mais parce que c'est fou le nombre d'éléments éparpillés dans le film qui permettent de mieux saisir le nombre sens profond du film. Ce qui permet, lors de son visionnage, en plus d'être divertissant, d'être une véritable chasse au trésor de symboles et de références en tout genre. Tenez, voilà un exemple aléatoire. Attachez vos ceintures parce qu'on va aller très loin, très vite. Lorsque Neo se rend chez l'oracle afin qu'il sache si oui ou non il est bien l'élu, l'oracle lui donne un cookie. Juste ce cookie, c'est un détail de fou. Un cookie en informatique est un fichier qui collecte les informations personnelles d'un utilisateur afin de créer une identité numérique. Jusqu'à là, ça va. Petite information supplémentaire, les cookies ont été inventés en 1994, soit 5 ans avant la sortie du film. Donc, plus concrètement, dans l'extrait, le cookie que donne l'oracle à Neo lui permet, une fois sorti de la cuisine, de comprendre qu'il est réellement, de comprendre sa réelle identité. Neo, Noé, The One, mais aussi Jésus, Platon ou encore Socrate. Mais bon,
Plus précisément, la raison pour laquelle je m'attarde sur ce film, c'est pas juste pour pouvoir décortiquer de délicieux cookies sortis du four, c'est avant tout pour parler de ce que Matrix raconte à propos de notre réalité. Mais pour mieux comprendre, laissez-moi vous raconter quelque chose et ouvrir une autre parenthèse. Platon disait... Bon, je sais, de Squid Game à Platon, il y a du chemin, mais faites-moi confiance, tout va s'éclaircir. Platon, par le biais de Socrate, proposait dans la République une allégorie. Cette allégorie, vous la connaissez au moins de nom. J'ai nommé la caverne de Platon. La caverne de Platon, pour rappel ou pour rapide explication, imagine l'idée qu'une personne soit enchaînée avec d'autres personnes sans la possibilité de bouger ni corps ni tête, et qui voit des choses. Ces choses sont des arbres, des gens, des objets, bref, elle voit. Un jour, cette personne se libère de ses liens et se rend compte que les choses qu'elle voyait n'étaient que des ombres qu'un feu projetait sur le mur, qui était juste devant lui. Ce qu'il croyait être la réalité n'était qu'un simulacre. Il sort de la caverne, se confronte au vrai monde et contemple alors le soleil et cette douloureuse lumière, les animaux, les arbres, la mer. Ainsi, il distingue la vérité. Il comprend que sa réalité n'était pas celle qu'il croyait. Platon ajoute que s'il s'agit d'un philosophe, celui qui est sage, celui-ci décide de retourner dans la caverne pour en informer ceux qui y sont restés et ainsi leur révéler que ce en quoi ils ont toujours pris pour réalité n'est qu'un mensonge. Et plot twist, il meurt tué par ces derniers parce qu'ils refusent de croire au fait que toute leur vie est bâtie sur un mensonge. Bon, pour synthétiser son importance, ou du moins l'une des importances de cette allégorie, elle permet de se questionner face à notre rapport à la connaissance et à ce qui nous paraît réel, et donc naturel, inchangeable, inébranlable. Dans un cadre plus contemporain, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une théorie, ou plutôt de l'expérience de pensée du cerveau dans une cuve. Cette expérience stipule que si ça se trouve, tout notre monde n'est qu'une projection de notre cerveau, badigeonnant dans une cuve après avoir eu un accident et entretenu par des scientifiques qui s'évertuent à nous faire croire à une réalité, alors qu'en fait, que nenni, on est juste un cerveau dans une cuve. Pour faire vite, cet exercice de pensée, c'est du scepticisme. Douter de tout, douter des informations que nos sens nous renvoient, suspendre son jugement tant que les informations que nous avons ne sont pas suffisantes. Parce qu'en vrai, nos sens peuvent nous tromper. Petit exercice pratique, sortez votre main, ou quelconque moignon assez large, et munissez-vous d'une porte en acacia, mais si vous avez une porte normale, ça fera l'affaire. Pour cette fois-ci, mais que je vous y répète plus. Donc ça y est ? Alors essayez de tendre votre main vers la porte. Si vous êtes assez éloigné, vous allez remarquer que, à vos yeux, votre main fait la même taille que la porte. Mais sachant que la perspective existe, vous n'allez pas croire que votre main est aussi grosse que la porte. C'est donc le savoir qui vous permet de vous fier ou non sur vos sens. Mais imaginons juste que nous ne possédons pas toutes les connaissances suffisantes pour comprendre le monde qui nous est renvoyé, et que l'on prenne comme monnaie contente ce que nous percevons être, parce que c'est ce que nos sens nous renvoient. Limité par un manque d'informations, on peut être persuadé de quelque chose sans pour autant avoir la preuve irréfutable que ce quelque chose est vrai. Ça peut paraître bizarre tout ça, mais si cela reste une chance infime et risible, il se peut que l'on soit un cerveau qui badigeonne dans une cuve, bien que très improbable, tant qu'il reste une chance, une seule, le doute est légitime. Et ce qui peut nous paraître naturel et instinctif, de prime abord, peut s'avérer être autre. Sans savoir, nos sens peuvent nous tromper. Et pour comprendre comment cette idée est mise en scène dans Matrix, Père Castor doit vous parler de Socrate. Et Socrate étant le maître de Platon, il est normal que les idées du premier aient influencé le second. D'autant plus que Platon, lors de ses textes, s'exprimait au travers de Socrate. Bref, Socrate voyait le monde non pas comme Platon, dans l'idée où il y aurait le monde sensible, que l'on peut percevoir par nos sens, le toucher, la vue, l'ouïe, le goût, le monde où l'on vit, et le monde intelligible. Ce monde intelligible, le monde des idées parfaites, dont les choses de notre monde s'inspirent pour être. Exemple pour comprendre. Il existe une chaise parfaite dans le monde des idées, dont toutes les chaises de notre monde tentent de se rapprocher de sa perfection, de la chaise. Socrate, lui, n'a pas vraiment de métaphysique, d'explication de notre monde au-delà du physique, méta, au-delà physique, de notre monde matériel. C'est-à-dire qu'il encourage à douter de ce que nous savons ou pensons savoir. Pour la faire courte, voilà un extrait de la vidéo de Vincent Cajoli à propos de Socrate, en particulier un passage bien précis. Un jour, Chéréphon consulte la Pythie de Delphes. Chéréphon, c'est un ami de Socrate et la Pythie, c'est une prêtresse. C'est quelqu'un qui transmet la parole de Dieu en gros. En l'occurrence, ici, c'était l'oracle d'Apollon. Il va voir la Pythie de Delphes et celle-ci lui dit qu'il n'existe pas d'homme plus sage que Socrate dans la cité d'Athènes. Bon, évidemment, tout ça, c'est Platon qui le raconte, donc ça vaut ce que ça vaut. Chéréphon va alors voir Socrate et lui dit « Savais-tu que tu étais l'homme le plus sage de la cité ?» Socrate, il est un peu surpris, il lui dit « Mais c'est quoi tes bêtises ?» Chéréphon lui répond « Non, non, je t'assure, c'est exactement ce qu'elle m'a dit, la Pythie. » Alors là, Socrate décide d'aller voir des gens que lui, il considère plus intelligents que lui. Il va voir des savants, des sages, des politiques, et il constate avec surprise que oui, ils ont certainement des compétences, mais dans le fond, ils ne savent pas grand-chose, ils ne connaissent pas grand-chose. Qu'est-ce que le beau ? Qu'est-ce que le juste ? En fait, ils n'en savent rien. Autant de questions que lui, il se pose, mais dont personne ne semble avoir la réponse. Et c'est là où il a la révélation.
C'est là où il comprend alors la prophétie de la Pythie. Il se dit « C'est vrai que comparé à ces hommes, je n'ai pas un savoir beaucoup plus développé, mais au moins, je ne prétends pas en avoir un. En fait, mon intelligence réside dans mon humilité. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne possède pas la sagesse, mais je la cherche. Et c'est ça, la philosophie. Philo, aimer, Sophia, la sagesse. La philosophie, c'est aimer la sagesse au sens de la désirer, de la rechercher. On ne prétend pas être sage, ni même pouvoir le devenir. On prétend uniquement à la rechercher. Et alors, comment la rechercher ? Pour philosopher, Socrate utilise une méthode qu'on appelle l'ironie socratique ou la maïeutique. L'ironie socratique, c'est faire semblant d'être ignorant, multiplier les questions pour laisser son interlocuteur développer son idée. Socrate parle de faire accoucher ses idées, d'où le terme de maïeutique. La maïeutique, c'est l'art de faire accoucher. Il a piqué ça à sa mère était sage-femme et aidait les femmes à accoucher. Lui, il aide les hommes également à accoucher, mais accoucher d'une autre manière, à accoucher de la vérité. Cette idée sera reprise par Platon sous l'idée de la réminiscence. L'âme ne sait pas, elle se souvient, car elle ne provient pas du monde sensible, mais du monde intelligible, et est immortelle. Elle se souvient de la connaissance emmagasinée lors de son immortalité passée, que la naissance lui a fait oublier, un peu comme le cycle de réincarnation hindou. La connaissance donc est accessible non pas par nos sens, mais par l'âme, l'intellect, au-delà de notre ressenti. Elle est en nous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de blague, il a fallu rester un peu concentré, donc... Pourquoi est-ce que l'ordinateur a réussi à attraper un virus ? Parce qu'il avait laissé son Windows ouvert. Plus concrètement, dans Matrix, la scène où Neo se réveille dans le vrai monde après avoir pris la pilule rouge est très intéressante dans cette idée. C'est-à-dire que, à la lumière de la conception de vérité de Socrate et Platon, on peut saisir plus précisément le message du film. En effet, la scène du réveil est bâtie de manière à faire penser à un accouchement. Neo baigne nu dans une capsule remplie d'un genre de liquide amniotique, tout en étant alimenté par un cordon qui lui permet de survivre. De plus, lorsqu'il se réveille, sa première respiration est douloureuse et ses yeux observent difficilement cette nouvelle vérité. Il est un nourrisson fraîchement né. Cette naissance permet de comprendre que Neo découvre pour la première fois que la vie qu'il a vécue n'était pas réelle, qu'elle n'était que simulacre et que sa vraie vie, ce qu'il vivait à l'extérieur, cachait une vérité en son intériorité. Par cette symbolique, ce réveil marque la prise de conscience que la vérité se cache au-delà des apparences et que notre monde peut possiblement ne pas être celui que l'on prend comme monnaie comptante. Bim, lien, Platon, Matrix. Le film est donc calqué sur l'idée de la caverne. Neo vit dans un monde qui lui paraît étrange, et un jour, aidé par Morpheus, il sort de son monde, la matrice. La matrice lui projetait ce qu'il percevait comme réel pour enfin contempler le monde réel dans toute sa laideur. Puis, comme le bon philosophe qu'il est, il retourne dans ce simulacre pour espérer le changer. Ce propos, dans l'extrait, on aurait pu le traiter de bien des façons, notamment au travers du symbole du miroir, mais ça je vous ai dit, le film est immensément complexe, et l'analyser maintenant n'est plus utile. On me dira que tout ça, on peut le comprendre sans passer par des concepts vieillots et rébarbatifs. Mais le vrai trésor, c'est les amis qu'on s'est fait un chemin. Mais alors, pourquoi donc vous ai-je parlé de tout ça ? En cinéma, un des mécanismes utilisés pour nous pousser à sortir du récit et à s'interroger sur ce que le film est en train de nous raconter est l'intertextualité. L'intertextualité est, par le biais de citations, allusions ou références, une manière de faire référence à un texte, une œuvre, voire à un autre texte, en l'occurrence un film. L'intertextualité permet de créer une interaction entre deux textes pour plusieurs fins, dont l'une d'entre elles, qui est d'utiliser la citation du texte cité pour se réapproprier le message du texte qui cite, et ainsi enrichir de cette double lecture le message global d'un texte. C'est la même chose que fait Matrix pour le cookie, Jésus ou encore Platon, des liens d'intertextualité. Squid Game use du propos de Matrix pour étayer son propos et nous donner une façon de plus de comprendre la série. Suite à cette petite explication, fermons toutes les parenthèses et reprenons le résumé de la saison 2. Donc, j'en étais où ? Ah oui. Song Ji-hoon se retrouve après s'être fait contre-piéger à nouveau dans le jeu, mais cette fois-ci de son plein gré, parce qu'en vrai c'était son plan B. Mais tranquille, il s'est fait installer un GPS dans les chicots, mais moins tranquille parce qu'ils ont trouvé le GPS dans les chicots. Song Ji-hoon doit alors jouer une nouvelle fois à 1, 2, 3 soleil, mais cette fois-ci en essayant de guider les joueurs forts de son expérience. Certains ne l'écoutent pas et... Son équipe essaie de le retrouver à l'extérieur, mais sans grand succès. Puis de retour dans le jeu, vient le moment du vote. L'équipe bleue pour ceux qui souhaitent que le jeu continue, et l'équipe rouge pour ceux qui souhaitent que le jeu s'arrête. Le jeu continue, des groupes se forment, et le joueur numéro 1 rejoint le groupe de SGH, pour les intimes. Joueur qui ressemble étrangement au maître du jeu, mais non en fait parce que c'est lui depuis le début. Les épreuves s'enchaînent et un vent de rébellion se fomente parmi certains joueurs, dont 456 et 1. Merde. Ah merde. Je crois que j'ai fait exploser le wincomètre. Ah ouais. Elle est fichue. Ok, je crois que je vais devoir faire 100. De son côté, l'équipe qui est censée retrouver Seong à l'extérieur est en fait infiltrée par une taupe.
ce qui empêche l'équipe d'avancer leur recherche. Dans le jeu, la nuit passe, ils font semblant de faire la bagarre entre joueurs, comme lors de la première saison, mais non, c'était un piège contre les hommes en rouge. Rébellion, piou piou, bam bam, rebondissement. Numéro 1 meurt, mais pas vraiment parce que c'est le maître du jeu et il fait une Neymar, la rébellion est matée et le jeu peut reprendre. Fin de la saison 2 en très gros. Ok, on va peut-être changer de disque maintenant, on va dire quelque chose de sérieux, donc on va essayer de l'être. C'est l'heure d'appliquer ce que j'ai pu vous présenter il y a quelques minutes. Je vous avais dit avoir eu l'impression de voir les mêmes personnages dans les mêmes lieux avec les mêmes enjeux. Pour être tout à fait franc, j'ai un tout petit peu exagéré. Il est vrai, il y a certaines répétitions entre la première et la deuxième saison. Ce n'est pas ce qui a été à nouveau dit qui est important, mais ce qui ne l'a pas été. Et si on observe les deux saisons, malgré le fait que le jeu se déroule à nouveau avec le même personnage principal, on peut en ressortir un changement important. L'extrait dans la voiture où le maître du jeu cite directement Matrix n'est pas juste là pour ancrer l'univers dans le réel et parler à certains spectateurs. Non, la citation est un lien d'intertextualité qui vient articuler la saison 2 en proposant une nouveauté, celle des votes. Lors de la saison 1, les joueurs avaient la possibilité de voter. Et si la majorité votait favorablement, ils quitteraient le jeu. C'est d'ailleurs ce qui se passe lors de l'épisode 2 de la saison 1, sobrement intitulé Enfer, et qui se déroule dans le monde réel. L'épisode nous permet de voir la nécessité de chaque protagoniste de, et malgré le danger, retourner dans le jeu. Parce que l'enfer est ici et le jeu représente un Eldorado, une porte de sortie à leurs problèmes, bien que presque impossible. Cependant, à l'issue de ce vote, la somme amassée après chaque élimination est ici distribuée non pas aux personnes restantes, mais aux familles des victimes. Ce qui met dans une position plus que fâcheuse les joueurs restants. Partir avec les mineurs de Won ou les pieds devant. Voire pire, les mains vides dans ce monde qui ne leur promet que douleur et malheur. C'est qui tout double? Les gardes les ont prévenus, ils ne sont pas là pour les retenir, ils ne sont ici que pour assurer la bonne tenue des jeux. Les joueurs sont ici de leur plein gré, alors pourquoi se rebelleraient-ils s'ils consentent eux-mêmes à y participer? Le vote, ici, n'est là que pour légitimer la tenue des jeux, et représente le consentement des joueurs au travers du contrat qu'ils signent à croire en cet imaginaire. À ce sujet, je vous conseille la vidéo du précepteur qui traite de la façon dont le contrat, signé par les joueurs, permet d'invisibiliser les causes de ce choix pour ne laisser apparaître que le consentement. Certes, je peux mourir, mais ici j'ai une chance bien qu'infime, mais une chance tout de même d'enfin m'en sortir. Mais à quel prix? Tout change lors de la saison 2, les joueurs ont encore une fois la possibilité de voter pour quitter ou non le jeu, mais s'ils venaient à décider de quitter, l'argent serait reversé entre les joueurs restants et non plus aux familles des victimes. Grand changement. Grand changement pourquoi? Eh bien parce que là, les joueurs n'ont désormais plus de solution, soit ne pas participer au jeu tout court, au risque d'avoir fait tout ça pour rien, ou participer en connaissance de cause et risquer de mourir pour gros. Toutefois, un troisième choix s'offre à eux. Participer à quelques jeux, et si le vote est favorable et que la somme restante est assez alléchante, se diviser entre chaque joueur restant la somme accumulée. Problème. Le problème de l'argent, c'est que plus t'en as, plus t'en veux. C'est un cercle vicieux, mon frère. Alors que si tu te contentes d'un peu, bah t'es heureux avec ça, tu comprends? Une étude américaine a prouvé que plus on a d'argent, plus on en veut. Les gens qui gagnent 30 000 $ par an veulent en gagner 50 000, et ceux qui gagnent 100 000 veulent en avoir 250 000. Donc il n'y a jamais vraiment de ligne d'arrivée dans cette course vers les lovés. Mais pourquoi tu cours? Pourquoi s'arrêter maintenant, après 1, 2 ou 3 jeux passés, alors que la ligne d'arrivée est si proche? Certes, il faut être le dernier, mais ce dernier, cela peut être moi. De ça, les organisateurs sont bien au courant, ce qui permet à la saison 2 de s'articuler non plus autour du concept de consentement, comme l'a pu être la saison 1, mais de s'articuler autour du concept de démocratie. Chaque personne entretient un rapport spécifique au monde. Chaque personne donne une signification à ce monde. Prenez une personne qui pêche. Pour lui, pêcher peut être une habitude qui lui vient de son enfance, lorsque l'un de ses parents l'emmenait seul pour passer un bon moment autour d'une canne à pêche. Ainsi, pour lui, pêcher est un moyen de se rappeler, de se remémorer ce moment agréable avec son parent. Pêcher lui remémore ses bons souvenirs. Par contre, de mon point de vue, moi qui observe cette personne, je ne vois aucun pêcheur. Je suis étranger à son passé, je lui suis étranger. Je ne vois pas toute la symbolique qu'a la pêche pour lui. Et donc, chaque action que quelqu'un porte a du sens pour lui-même et pour les autres. Par extension, chaque création a du sens pour celui qui l'a créé. Ce créateur qui le modèle influence par la manière dont il voit les choses. Ainsi, lorsque les ultra riches de Squid Game créent un jeu où le but est d'être le dernier survivant en poussant les joueurs à s'entretuer, cette création est l'objet d'une vision de l'humanité bien spécifique. C'est évident bien sûr, mais plus concrètement, ceux qui organisent et consomment ces jeux ont une vision profondément anti-humaniste. L'être humain n'est qu'un objet aux yeux des organisateurs. Prenons les VIP. Tous portent un masque doré d'animal. A l'inverse, les personnes à leur service sont peintes en animaux. Ils leur servent de repose-pied, de compagnie, d'objets sexuels, bref, d'outils. Et eux, le sommet de la chaîne alimentaire, les animaux dorés, exploitent ceux qui sont au bas de celle-ci, car cela fait partie de l'ordre naturel des choses. L'homme n'est rien d'autre qu'un sujet du règne animal, légitimant la supériorité des uns sur les autres. Et donc chaque être humain est un outil que l'on peut exploiter. Chaque être humain est interchangeable. Chaque serviteur doit se soumettre aux désirs des VIP, et quid des joueurs qui mourront pour être remplacés lors du prochain jeu. L'être humain n'est qu'un objet parmi tant d'autres que les plus forts peuvent utiliser à leur guise. Le plus cynique dans tout cela, c'est que cette logique s'étend même à eux-mêmes. À la fin de la saison 1,
Après la fin du jeu, les VIP repartent, alors que les masques restent. Les VIP sont interchangeables. Les personnes qui portent les masques sont interchangeables, alors que le masque lui-même est un rôle, un outil parmi le système. Eh ben, il faut comprendre que le cœur des types comme lui, c'est le storytelling. Tous ont construit leur succès sur le mythe de l'entrepreneur, une légende à laquelle ils doivent coller et toujours construire. Donc ça, c'est pas une simple histoire d'hubris ou de vantardise. Concrètement, ces mythes justifient leur place dans les rapports de production et c'est sur eux que repose la confiance de leurs clients, de leurs investisseurs, de leur valorisation boursière. Et c'est tout particulièrement vrai aujourd'hui pour les entrepreneurs tout puissants de la Silicon Valley. Si t'arrives à la conclusion que l'élite de l'élite, les maîtres du monde, rien ne justifie leur place ou leur richesse autre que des mensonges, eh ben c'est tout l'édifice social qui s'écroule. Ça revient à admettre que la voiture est en feu alors que personne n'est au volant, qu'on est prisonnier du ventre de la bête et qu'elle se vide de son sang, comme disait l'autre. Et ça, c'est quand même un chouille anxiogène. Pour revenir sur ce qui a été dit plus tôt, le règne animal vient légitimer le consentement contraint des joueurs en donnant l'impression que le jeu, le système est légitime car il récompense ceux qui le méritent, comme a pu le prouver le maître du jeu en punissant des gardes qui avaient triché, en aidant un joueur en lui donnant les épreuves qui allaient suivre. Cette action transgressait la mythologie méritocratique qu'il s'évertue de créer avec ces jeux. Égalité. Ils sont tous à égalité quand ils participent à ce jeu. Ici, les joueurs jouent à un jeu équitable et sont tous dans les mêmes conditions. Ces personnes souffraient d'inégalité ou de discrimination dans le monde. Nous leur offrons une dernière chance de se battre de manière juste et de gagner. Là où tout le monde a sa chance de réussir, parce que le jeu est à l'image de ce qu'il pense, c'est-à-dire un système qui se veut juste, mais qui jure avec sa vraie perception de l'être humain. Vous aimez les courses de chevaux? Vous n'êtes que des animaux. Des chevaux dans une course. Vous m'avez surpris. Je ne pensais pas que vous iriez aussi loin. Pour lui, les joueurs ne sont que des bons à rien, des canassons sur lesquels on peut parier. Ils sont manipulables, des outils. Mais comment faire accepter ça? Pourquoi ne se rebellerait-il pas si c'est injuste? Je veux dire, la pilule doit quand même être dure à avaler. Comme j'ai pu le dire plus tôt, la saison 2 a de cela de différent la récurrence des votes et la conséquence de celui-ci. Les joueurs sont libres d'exercer leurs droits démocratiques. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est comment cette liberté démocratique est représentée. Chaque joueur a la possibilité de voter pour ou contre l'arrêt du jeu, en appuyant devant tout le monde sur un bouton rouge pour arrêter ou bleu pour continuer, pour se voir ensuite attribuer un badge indiquant leur vote. Ce choix de couleur est plus qu'important car si vous vous rappelez, dans Matrix, Neo a la possibilité de prendre 2 pilules, la bleue pour continuer dans la matrice, la rouge pour en sortir. Très bien, mais dans le cadre de la série, ce serait pour continuer quoi? Le jeu? Si on est dans un épisode de On vit dans une saucisse, c'est bien que ça doit faire réfléchir, et donc oui, le vote est une allégorie du système. Ça fait chiffler rire. Les décideurs offrent une possibilité démocratique pour légitimer la tenue des jeux. Cependant, cette offre n'est pas si démocratique qu'elle paraît. Elle n'est pas, de une, confidentielle. Le vote est tenu devant tout le monde et chaque votant se voit identifié par un badge, ce qui pousse les joueurs de chaque camp à identifier et à ostraciser les joueurs de l'autre camp pour ainsi leur permettre d'influencer les électeurs pour un prochain vote. Sans cette confidentialité, le vote ne peut pas être le fruit de son propre choix mais forcément influencé par autrui. Et de deux, elle est organisée comme montré plus haut de manière à pousser les joueurs à en vouloir toujours plus, permettant ainsi au jeu de continuer. Elle choisit des joueurs précarisés pour qui l'option du non est impensable. Le côté bleu, celui de la tenue des jeux, ne représente pas seulement un droit démocratique truqué, il représente le système qu'il tend à protéger. Il protège l'idée de supériorité naturelle de certains êtres humains sur d'autres, il protège l'idée que le système récompense ce qu'ils méritent, il récompense l'illusion que c'est de leur plein gré que leurs participants sont ici, il est bâti dans l'idée que ce lieu est un endroit juste, dénué de toute subjectivité, et qui représente une idée démocratique dénuée de tout déterminisme, alors qu'il n'est rien d'autre qu'un hippodrome pour ultra riches. Le système justifie la domination des uns sur les autres et permet aux dominés d'accepter leurs conditions. La couleur bleue est, comme dans Matrix, celle d'un monde qui nous paraît réel, parce que c'est celui qu'on perçoit, c'est celui que l'on vit et qui nous paraît donc vrai. Mais en réalité, ce système, ce monde est l'œuvre de quelqu'un, elle n'est alors pas subjective. Elle est ainsi teintée d'une vision qui voit la vérité. Elle n'est que l'expression d'une réalité qui plus est, une vision pas franchement rose, qui prône le mérite de tous et chacun à réussir, justifiant de pouvoir soumettre à l'autre sa volonté. Et pourtant, cette vision nous paraît si naturelle. Comme coulant de source, il est légitime de vivre ainsi, d'entretenir ce genre de rapport avec l'autre. Naturel, inchangeable. Pourquoi donc se battre contre quelque chose s'il est dans l'ordre des choses? Cependant, le système, comme nous l'a appris Matrix, est un mensonge. Il n'est pas naturel, on peut donc le changer. Le vote rouge, donc, là où la pilule dans Matrix permet de s'affranchir du système pour enfin vivre la réalité, le vote, lui,
permet de se libérer du mensonge que l'on prenait comme réalité. Ou plutôt, de la réalité que l'on prenait pour vérité. Mais comment s'affranchir de ce système si le moyen pour l'atteindre, le vote, est truqué? C'est alors que vient la révolution. Mais ce qui est formidable dans tout cela, enfin, pas vraiment, c'est que même celle-ci n'est pas libre. Elle n'est pas le fruit de leur décision. Même ce qui paraît être leur choix est en fait manigancé depuis le début par le maître du jeu. Vous vous souvenez du passage dans la voiture, celui où l'homme au masque parle de Matrix? Il qualifie Song Joon de la manière suivante. Quelqu'un qui veut jouer au héros, celui qui veut revenir dans le système pour sauver ceux qui y sont piégés. Song Joon est Néo, il est le philosophe de Platon, celui qui décide de revenir, celui qui est tué par ceux qui essaient de sauver. Théorie par rapport à la dernière saison. Comme dans Matrix, lorsque l'un des membres du vaisseau trahit l'équipage pour retourner dans le confort du mensonge, dans Squid Game, le maître du jeu infiltre les joueurs pour au final tuer la rébellion dans l'œuf. Après avoir repris son rôle, le maître du jeu dissocie à Song Joon. Vous vous êtes bien amusé à jouer les héros. Comme toujours, pour les décideurs, la vie n'est qu'un jeu. Un jeu que l'on peut prendre à son avantage en utilisant les autres comme des pions. Le jeu est fini, ce qui était leur rébellion était en fait prémédité depuis le début. Tout comme le vote. À l'image du capitalisme, plot twist, on vit dans une saucisse et tout. Le système absorbe ses propres mouvements de contestation en se les réappropriant, pour en faire une nouvelle arme à son avantage. À l'image de la contre-culture, comme le jazz, le rock, le rap, la nouvelle vague, ou encore la figure du Che imprimée sur un t-shirt. Autrefois forme de résistance au système, maintenant arme culturelle de celui-ci. Leur véritable force est de connaître les règles du jeu qui les régissent. Peut-être qu'il manque à Song Joon de connaître ces règles, de connaître, comme pour l'exemple de la porte, la conception de la perspective pour enfin quitter le système. Reste donc à voir comment la série se conclura et ainsi pouvoir percevoir clairement le message complet de son réalisateur et scénariste, ou peut-être que la réponse se trouvera dans les autres Matrix. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était un véritable plaisir de pouvoir vous la présenter. C'est la première fois que je m'exerce à ce genre d'exercice, donc j'espère qu'il aura su être juste et bien présenté. Si vous avez des commentaires positifs ou négatifs, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, et moi ça me fait grand plaisir d'essayer de m'améliorer dans la bonne direction finalement. Donc je vous souhaite bonne journée, et à la prochaine. Mais avant de partir, pendant que j'étais en train d'écrire la vidéo, une question m'est venue. Pourquoi lutterions-nous ? À quoi bon lutter contre un système qui certes manque profondément d'humanité, mais qui, tant que cela ne me concerne pas, tant que je ne suis pas concerné par ses travers, ma vie est confortable. Mis à part évidemment une certaine empathie, comme dans Matrix par exemple. Lorsque Cypher, bien que conscient que le goût du steak qu'il mange est généré par la matrice, préfère vendre sa liberté pour une vie confortable dans l'ignorance de la réalité. C'est vrai, les ignorants sont bien plus heureux qu'ils ne le savent. Confronté à la possibilité de ne plus avoir de sens à sa vie peut être extrêmement déstabilisant. Parce qu'après tout, le mérite, celui de Squid Game, comme celui de notre vie, nous permet de justifier notre condition, de lui donner un sens. Le mérite est confortable. Tout d'abord, pour reprendre cet article, un nombre croissant d'études en psychologie sociale montre que diminuer la croyance des gens en leur propre liberté entraîne des conséquences aussi délétères qu'une perte du contrôle de soi, une augmentation de l'agressivité ou une diminution de la fréquence des comportements altruistes. L'illusion du libre arbitre est certainement un mythe nécessaire pour continuer à être heureux. Alors si pour le mérite et l'égalité des chances, le mythe tombe lorsque l'augmentation des inégalités devient de plus en plus flagrante, l'illusion du libre arbitre est peut-être le socle qui conditionne l'existence même de nos sociétés. Est-il donc une vérité derrière tout cela ? Peut-être. Sera-t-elle meilleure ? Aucune idée. Est-il possible d'en sortir ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que cette deuxième saison de Squid Game nous aura appris à comprendre que le système, bien que nous paraissant naturel, n'est en vérité pas notre réalité par défaut. Et qu'on peut donc en sortir. Le système peut être changé. Alors est-il si grave de préférer une vie confortable dans le mensonge ? Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Toutefois, une vie qui nous apporte du bonheur, car confortable, nous permet-elle vraiment d'être heureux si les raisons qui nous mènent à ce bonheur sont factices ? Et comme disait un ami, n'oubliez pas ceci, si vous ne vous occupez pas des machines, les machines s'occuperont de vous. Car n'oubliez jamais, on vit dans une saucisse.